avait littéralement la première place devant nous et on fait n'importe quoi sur la fin de course. On parle des États-Unis du basket, il y a une opportunité, tu peux pas la refuser. Je me suis saigné à regarder toutes les salles qu'il y a à travers le monde, telle salle, à Bali, aux US, à Dubaï. Force de mettre cette tenue un peu de cette nouvelle personne qui a été créée, bah tu deviens un peu cette nouvelle personne. Ça te pousse à aller chercher des nouvelles ressources au fond de toi, tout le monde peut le faire. Par contre, ça demande de la discipline. Les 10 minutes d'après, j'ai beaucoup de haine parce que tu vois, tu t'en veux. Maxime, merci d'être avec moi aujourd'hui. Je suis très content de te recevoir sur le podcast. Il y a plein de choses dont j'ai envie de discuter avec toi. Euh, J'essaye toujours en début de podcast de faire une présentation qui est relativement succincte des guests, Ok. parce que c'est toujours compliqué de résumer des parcours comme le tien en 2 minutes. Euh, Aujourd'hui, on te connaît beaucoup pour tes performances sur le circuit professionnel Aerox, qui est impressionnant. Enfin, en tout cas, moi, c'est quelque chose où je suis assez admiratif de tout ce que tu fais là depuis 2-3 ans sur le Mm. circuit. Mais c'est la dernière étape en date d'un parcours bien riche. Ouais. Et d'ailleurs, c'est pas la seule chose que tu fais aujourd'hui. Et d'ailleurs, c'était un des premiers sujets que je voulais aborder avec toi, qui était ce qui m'a frappé quand j'ai fait mes recherches en préparation de cet épisode, c'est ta capacité à te réinventer. En tout cas, c'est comme ça que moi je l'ai vu. Parce qu'il y a eu euh, le basket, Mm. puis après il y a eu... alors peut-être que je vais me tromper dans la Vas-y, chronologie, donc essaye. n'hésite pas à me corriger si je me trompe, mais ensuite il y a eu une phase où voilà, tu t'es investi dans le coaching, c'est passé Ouais. par l'exploration de pas mal de choses Ouais. différentes. Il me semble t'avoir entendu parler des cours collectifs, et puis après il y a Ouais. eu le pilate, et puis après il y a Exact. eu l'endurance, et puis en fil rouge il y avait quand même la musculation, Ouais. et ensuite la découverte de l'Aerox qui te permettait de concilier pas mal de Ouais. choses qui te plaisaient sur un format qui visiblement t'a parlé, dans lequel tu t'es Mm. retrouvé, et puis tout ce que tu fais ces dernières années sur le circuit, en solo, en binôme aussi Mm. avec Arthur. Mm. Et puis à travers tout ça, bah, il y a ton activité de coaching évidemment, il y a ton projet plus récent Mm. entrepreneurial, on en parlait juste avant, de l'ouverture de ta salle de sport, les partenariats avec Nike, Mm. avec Red Bull, beaucoup de Beaucoup de choses, choses. et surtout une trajectoire qui est pas... Enfin, même si a posteriori, on peut toujours écrire le récit et se dire ça a mené à ça et c'est ce qui a Ouais. permis ça, etc. Sur le moment, c'est quand même un parcours qui n'est pas linéaire, avec un gros fil rouge autour du fitness, wellness, etc., la performance sportive. Euh, mais c'est quand même cette capacité de passer du basket à haut niveau à circuit pro Aerox. Alors, pareil, la timeline, je ne l'ai pas forcément en l'espace d'une dizaine, Ouais, une une quinzaine quinzaine d'années, d'années. ouais. Donc, ça a été quand même plusieurs réinventions. Ouais. Et donc, je serais curieux, peut-être comme porte d'entrée, euh, d'essayer de, quand tu regardes un tout petit peu en arrière sur tout ça, euh, de comprendre ce qui t'a permis justement de naviguer et de passer par ces différentes étapes et de continuer à construire un chemin qui euh, est pas linéaire, mais qui fait Mm. sens quand on le prend dans sa globalité, tu vois. Ouais. Bah écoute, déjà bravo pour le résumé. Franchement, t'as bien fait tes recherches. Je trouve ça Merci, solide parce que tu t'es pas trompé. merci. Même la façon chronologique, c'était bon. Et merci pour l'invitation. Avec plaisir. Euh, En fait, je pense, là, quand je regarde et quand tu m'expliques à nouveau ce que j'ai fait dans ma vie, je pense que ce qui m'anime le plus au final, c'est ce côté un peu curiosité, Ok. tu vois, et ce côté très yes man. Mhm. Et c'est quelque chose que des fois, ça peut t'emmener dans des bourbiers ou dans des choses où tu te dis pourquoi j'ai accepté ça. Mhm. Mais c'est vrai que j'ai toujours été quelqu'un qui dit un peu oui à tout. Mhm. Comme dit, des fois, c'est pas du tout une bonne chose, je pense. Mais au final, c'est ce qui m'a permis de découvrir plein de choses, de toujours me dire why not? Mhm. Vas-y, on va tester. C'est vrai que quand je suis arrivé à Paris il y a 10 ans tout pile, je m'étais dit, bah tiens, je vais devenir coach Nike running. Et bah, je suis allé à une session et je leur ai dit, hello, je veux être coach. Et ils Mhm. m'ont regardé en mode, mais mec, tu crois que t'es le premier à venir? Ouais. Et bah, finalement, tu vois, c'était un bon timing. Ils cherchaient quelqu'un qui parlait anglais. Moi, je revenais des US, donc ça a direct matché. J'ai pu bosser.
Et en fait, au final, je pense que c'est avoir toujours ce côté, «Allez, vas-y, on y va» et comme dit, on a un peu rien à perdre, surtout sur Mmh. des projets, sur des choses comme ça et tout, Mmh. ou de tester, l'Aerox. Quand un pote, il m'a dit: «Vas-y, viens, on va tester l'Aerox». Vas-y, let's go, tu vois? Qu'est-ce que j'ai à Mmh. perdre, en Mmh fait? C'est mh, mmh. toujours un truc marrant, donc si demain tu me proposes d'aller faire un autre sport et que si ça se trouve, je vais le kiffer de ouf, bah, je vais toujours te dire oui, tu Mmh. vois? C'est plus maintenant, des fois, je manque de temps. Ouais. Donc, surtout maintenant avec le projet de la salle, avec, les certaines autres choses, certaines autres activités, je manque un peu de temps, mais si j'avais plus de temps, mec, je ferais n'importe quoi. Mmh. 1 Genre, 000 000 de trucs. je n'arrêterai pas Ouais. et c'est vraiment, ouais, ce côté curiosité, yes man et je pense que c'est ça qui m'a aidé un peu à avoir, voilà, à bounce finalement de différentes activités à différentes activités. Ce qui est assez frappant au-delà de la diversité, des expériences dans ton parcours, c'est, il y a quand même une constante qui est que j'ai le sentiment qu'à chaque fois, tu opères quand même à un assez haut niveau. Sur des Mmh. disciplines, qui sans être, hyper éloignées les unes des autres, sont quand même ont des attentes, des exigences qui sont quand même pas les mêmes. Et puis à travers ça, et je trouvais que c'était assez, parlant dans ce que tu évoquais sur, j'ai toqué à la porte de Nike et je leur ai dit: «Je veux être coach», une forme aussi d'audace, d'ambition, de confiance, Mmh. de se dire: «Bah, si j'y vais franchement». Et peut-être comme point de départ pour notre conversation, revenir, sur, la période, basket. Parce Mmh. que, si j'ai bien compris, tu quand même été joué aux États-Unis pendant 1 an. Ouais. Hem, des Français qui vont jouer aux États-Unis, alors, sans toi, Bah, maintenant, il y en a libre beaucoup plus, il y en a mais plus aujourd'hui, mais sans toi libre aussi de préciser le contexte, ouais. comment ça s'est fait, enfin et cetera. Mais, heu, déjà rien que ça en dit long sur l'ambition affichée, tu vois? De se Mmh. dire, bah, la France, c'est pas une nation de basket. On a des très bons joueurs et on performe quand même, plutôt bien sur, un Mmh. certain nombre de compétitions internationales. Mais, heu il y a un monde entre la France et les Ouais. États-Unis, tu vois? Enfin, dans la perception que j'en ai, je suis pas expert sur le sujet, mais le fait de se dire: «Bah, OK, le basket, c'est ma passion, j'ai envie de jouer à un bon niveau, je vais partir aux Mmh. États-Unis». Bon, déjà là, je trouve qu'en termes de posture et d'objectif et d'ambition, il y a quelque chose de très fort. Comment est-ce que tu t'en es arrivé à ce Bah, en projet-là? fait, surtout quand tu es jeune, en fait, quand tu Mmh. vois, quand je suis parti, je crois que j'avais 16 ou 17 ans Ouais. et c'est vrai que surtout quand tu es jeune au début, moi, c'était un peu de l'insouciance à ce OK. moment-là. Tu vois, bah, il y avait cette passion avec le basket et forcément tu penses que tu vas en faire ta vie et cetera et bah, en fait, comme tu l'as dit, on te parle des États-Unis du basket, il y a une opportunité, tu peux pas la refuser. Mmh. C'est impossible. Je connais aucun jeune, basketteur Passionné, passionné ouais. qui que tu lui proposes d'aller jouer, aux US qui va te dire non, tu vois? Donc il y avait Mmh. un peu cette insouciance aussi et ce truc de se dire, bah, en fait, ça va être une expérience. Après, quand tu y vas, il y a un moment où tu as un peu du doute. Mmh. Tu vois? Forcément, c'est un milieu qui est complètement différent. Je parlais bien anglais, mais pas non plus, fluent, comme maintenant. Mmh. Donc tu as forcément un moment donné où tu te dis: «Qu'est-ce que je fais là?» La culture est très différente, mais au final, tu vois, il y a aucun regret dessus parce que c'est ce qui te construit aussi et je Mmh. suis trop content de l'avoir fait jeune et pas de l'avoir fait, à 25 ans ou plus tard, tu vois? Parce que je trouve que c'est vraiment ce qui te à cet âge-là, entre tes 15 et tes 18-19 ans, quand tu es du coup assez grand pour faire tes propres choix et plus les choix de tes parents, Mmh. c'est là aussi où tu commences vraiment à construire ta personnalité, ta vision des choses et comment tu vas être un petit peu plus tard. Mmh. J'ai l'impression que moi, finalement, cette période qui a duré que une année, ça m'a tellement construit et tellement apporté que si j'ai un conseil à donner aux gens, c'est si vous avez la possibilité de faire ce genre de choses. Mmh. Et tu vois, je lisais je relisais le livre de Phil Knight, du Ouais. fondateur de Nike récemment, et j'avais oublié ce passage-là où, quand il termine ses études, il part faire un tour du monde. Mmh. Et c'est finalement ça qui lui a aussi permis ensuite de lancer l'import-export, enfin surtout l'import de chaussures Mmh. de Onitsuka, etc., d'Asics. Mmh. Et c'est là où tu te rends compte qu'en fait, s'il n'avait pas fait ce choix de partir de là où il était et d'aller tester, même si c'est qu'un an, mais il ne fait même pas un an, je crois qu'il fait Mmh. 6 mois, et ben, il n'y aurait jamais eu tout ce qu'il a construit derrière. Mmh. Et je pense que moi, si j'étais pas parti à cet âge-là et que j'avais suivi et que j'étais allé direct à la fac, et en continuant ma carrière de basketteur, voilà, en Mmh. semi-pro ou en espoir, et cetera,
je pense que j'aurais jamais eu la même vie au final, tu vois. Mmh. Ça m'a vraiment construit. Donc, un vrai conseil, c'est ça, je trouve, c'est de se dire, si vous avez l'opportunité de voyager, de partir à l'étranger, de couper, de faire ça, faites-le. Parce que c'est ça ça va tellement te changer dans la tête. Moi, j'ai l'impression que ça m'a changé la vie. Et concrètement, si tu devais mettre des mots sur... Parce qu'on sent dans la manière que tu as d'en parler que ça a été formateur, Mm, et presque un premier point de bascule dans ton parcours qui est, il mm. y a eu un avant, il y a eu un après. Si tu devais mettre des mots sur ce que ça t'a apporté concrètement, ce que ça a changé chez toi, avec quoi est-ce que tu es revenu en France, qu'est-ce que tu dirais? De la confiance en soi, Ok. tu vois. Genre, je pense que c'est ce que j'ai le plus pris Mhm. des Américains, c'est ce côté très confiant quand ils arrivent quelque part. Mhm. Et ça vient du basket parce que ça m'a un peu choqué la façon dont eux, c'est un jeu beaucoup plus individuel au basket aux US qu'en France. En France, c'est très collectif, c'est très tactique, c'est beaucoup de jeux. Aux US, c'est beaucoup d'isolation. C'est-à-dire Ok. que ça va être beaucoup de tout le monde s'écarte et on laisse jouer le mec en un Mhm. contre un et c'est beaucoup plus athlétique. Et du coup, ça m'a vraiment donné cette vision de genre, ok, j'arrive quelque part, je suis bien, je suis à ma Mhm. place, il y a moins ce syndrome de l'imposteur. Mhm. Et je pense que ouais, ce côté confiance en soi, c'est le truc que j'ai le plus pris euh, de mon voyage. Tu as mentionné tout à l'heure le fait que quand tu es arrivé là-bas, il y avait forcément des doutes. Tu Mm. étais, j'imagine, très enthousiaste parce que très belle opportunité. Et Mm. pour autant, une fois sur place, c'est Ouais, waouh, ok, là, je prends vraiment la mesure de ce que ça implique ouais, et de tout ce que je vais devoir affronter, délivrer, les situations auxquelles je vais être confronté. Et je trouve ça intéressant, la tension entre j'avais des doutes en arrivant, est-ce que ce avec quoi je repars, c'est de la confiance en soi? c'est ça. Est-ce que tu es en capacité d'identifier euh, les éléments qui, pendant cette expérience-là, ont permis de, un, traverser les doutes que tu avais en arrivant, et deux, justement, ressortir avec alors, peut-être un premier élément que Ouais, moi j'identifie sur la base de ce que tu me dis, c'est je m'étais construit comme joueur au sein d'un collectif, ouais, du fait de la façon dont on joue au basket en France. En gros, c'est euh, euh, l'individu au service du collectif, et donc du coup peut-être un peu moins conscient de ce que je vaux en tant que personne, parce qu'en fait c'est la performance du mm, collectif qui est promue, évaluée, etc. Versus là, bah en fait le fait de me retrouver dans un contexte où on me demande de jouer différemment me permet de prendre conscience de ce que je suis capable de faire par moi-même, indépendamment ouais. de, je sais pas, c'est... Écoute, c'est une des pistes. Je pense qu'il y a aussi ce côté où du coup tu arrives quelque part et enfin tu vois, t'as pas Hmm, ton passé, t'as hmm, pas ton truc. Moi, c'est vrai que j'ai fait mon collège-lycée au même endroit. L'équipe de basket, j'ai toujours joué au même club hmm, quasiment. Donc en fait, tu te construis avec les gens, tu es tout le temps le même. Et hmm, là, tu arrives à un endroit et j'étais direct catalogué le Frenchie, tu vois. Genre, ouais, tu es venu pour jouer et du coup, tout le monde m'appelait Friends. ouais, Et genre, tu sais, du coup, tu te construis un peu un personnage. En ouais, fait, tu deviens un peu cette personne que les gens, ils t'ont vu arriver, ils t'ont catalogué, c'est le français qui joue au basket, on l'appelle Friends. Et genre, voilà, ouais, t'es ce personnage. Et ouais. en fait, à force de mettre cette tenue un peu de cette nouvelle personne qui a été créée, bah, tu deviens un peu cette nouvelle personne. Et du coup, je pense qu'il y a aussi ce côté-là de le contexte au final. C'est juste le contexte. Je pense même pas qu'il y a eu un travail sur moi-même ou Ok. autre. Tu vois, les 3 premiers mois, la saison de basket commence en novembre, je suis arrivé en août. Donc les 3 premiers mois, tu es un peu nobody. Tu vois, tu Hmm. arrives, personne te calcule. Puis ensuite, il y a la saison qui commence. Et là, j'ai commencé à intégrer ce personnage. Hmm. Et au final, après, ce personnage, ça devient un peu toi. Et c'est ce qui a créé ce côté fort, tu vois. Et je pense que pour les gens qui ont peut-être du mal, qui sont un peu timides, qui ont un peu des doutes, bah en fait, je trouve ça hyper intéressant de des fois se construire un peu un personnage et Hmm. d'avoir ce. Moi, j'avais du coup, il s'est construit naturellement avec ce côté friends et joueur de Hmm. basket, etc. Et ça m'a permis d'être. J'étais plus introverti et d'être beaucoup plus extraverti, beaucoup plus à l'aise, beaucoup plus en confiance, parler devant les gens, prendre des décisions. Et je pense que pour les gens qui ont un peu du mal là-dessus, ça peut être intéressant des fois de se dire, bah tiens, je vais essayer de, de construire un peu un personnage autour d'un des points de mon identité pour ensuite aller Hmm. voir si ça les aide, tu Alors, vois. pour prendre un exemple que beaucoup de gens connaissent et qui te parlera, Black Mamba avec Kobe. Ouais, Tu tout vois, à fait. Kobe qui traverse une période difficile dans sa carrière Ouais. professionnelle, ses performances sur le parquet commencent à en souffrir, et qui se tourne à l'époque vers un homme qui s'appelle Todd Herman, Mm. si je ne me trompe pas,
qui est coach hein, globalement, et qui du coup a développé toute cette méthode autour de la création des alter ego comme outil d'aide à la performance. Ok. Et donc du coup, c'est à travers cette interaction entre Todd Herman, j'espère vraiment pas me tromper sur son nom, et Kobe, qui est né Black Mamba, Ouais. comme un élément de réponse aux difficultés qu'il pouvait rencontrer Ouais. à ce moment-là dans sa capacité à délivrer sur le C'est parquet. vrai que c'est hyper Et, intéressant. et je sais que c'est pas le seul, tu vois, je sais que, euh, pour prendre un exemple qui parlera aussi à tout le monde, Beyoncé, Mm. avec Sasha Fierce, c'est un peu la même configuration de euh, je suis en difficulté pour délivrer ce que j'aimerais délivrer, comment Ouais. est-ce que je trouve un outil qui va m'aider à, et donc du coup d'avoir cet alter ego que je vais pouvoir invoquer dans certains contextes, et cette personne-là, cette identité que j'ai recréée, qui s'appuie en partie sur la personne que je suis, mais qui possède aussi Ouais. potentiellement des traits de caractère qui s'expriment pas spontanément chez moi, mais en fait le fait de m'appuyer là-dessus va m'aider à les invoquer, quoi. Ouais. Et je Exactement. trouve ça Ouais, hyper c'est fort clair. comme outil. Ok. C'est clair. Et je pense que c'est un truc qu'on peut un peu sous-estimer des fois, où on peut se dire, mais non, mais c'est pas possible, machin, comment moi je pourrais y arriver? Et au final, il y a rien de dingue, tu vois. Mm. C'est juste, voilà, je vais essayer de créer un peu ce personnage. Et si ce personnage ne plaît pas et ne marche pas, tu testes J'en un autre, change. tu Ouais, vois, tu ouais, changes, tu fais ouais, autre chose. ouais. Et je pense que même après, dans le processus de tester un peu d'être quelqu'un d'autre, tu vas de toute façon gagner en confiance. Et Mm. tu vas de toute façon te sentir de mieux en mieux et différent. De toute façon, je pense qu'il faut toujours tester. Mm. Tu vois, j'ai fait un peu de théâtre d'impro. J'en ai pas fait beaucoup. Mais pareil, ça m'a permis de step up dans la confiance, de pas être. Ouais, se dire en vrai, vas-y, tu tentes Ouais, n'importe quoi, ouais, c'est de ouais, l'impro. Donc, ouais. faut que tu fasses quelque chose. Et quand tu es sur la scène, tu dois faire quelque chose. Donc, t'as pas le choix. Mm. Donc là, tu te lâches. Mm, mm. Alors que tu vois, il y a des fois où tu peux être devant des gens, où il y a un groupe de personnes et tu te dis, de toute façon, en vrai, si je dis rien, personne va Ouais. capter. Au Ah, pire, je passe inaperçu et voilà, c'est c'est pas si ça, grave, tu vois. Ouais. exactement. Alors que Ça me quand va tu es même sur plutôt une bien. scène Ouais. et que tu es. Je crois qu'on en avait parlé avec Nico, parce que je crois qu'il en avait fait aussi de Mm. l'impro. Et quand tu es sur une scène, t'as pas le choix. En fait, Mm. si tu Mm. fais rien, ton prof, il va te dire, bah, Tu peux pas te planquer, bouge. quoi. Ouais, ouais. Donc, ouais, ça aussi, c'est un truc qui peut vraiment aider, je trouve, sur ce côté confiance en Ce soi. qui m'intéresse dans ce que tu dis là, c'est que ça aide à redéfinir, ou en tout cas à appréhender un peu de manière différente la notion d'identité, tu vois, qu'on peut vite voir comme quelque chose de subi, entre guillemets. Je Mm, suis le produit de mon environnement, de mon éducation, de mm, mon conditionnement, etc. Et de figé. mm. Bah, je suis comme je suis, Ouais, et voilà, c'est comme ça, il faut que j'apprenne à vivre avec. Et ce qui me plaît dans ce que tu dis là, c'est que, bah non, en fait, à la fois, c'est pas subi dans le sens où tu peux être acteur de ouais. la construction de ton identité, et en plus de ça, c'est pas figé dans le sens où tu peux choisir d'essayer Mm, d'adopter certains traits de personnalité, certains comportements, voir si tu es à l'aise avec ça, ouais, si tu te sens à l'aise avec le fait de l'incarner, de le vivre au quotidien ou pas. Et si c'est pas le cas, c'est pas grave, ouais, teste autre chose, quoi. ouais, c'est clair. Du coup, tu es rentré en France après cette expérience, Ouais. qui a été déjà un premier événement assez marquant dans ton Mm, parcours. On en parlait avec Mehdi juste avant, parce que je vis donc Mehdi que j'ai reçu sur le podcast aussi, et je sais que vous vous connaissez, que vous vous ouais. côtoyez. Donc je lui posais la question de savoir comment vous étiez rencontrés. Donc il m'a Ok. parlé un peu de vos études, etc. Donc c'est là que as commencé aussi à te familiariser avec le coaching, l'accompagnement Ouais. sportif, Un peu après, en un gros, peu quand je après. rentre en France, je continue à jouer au basket à Marseille Mhm. et je fais des études qui n'ont rien à voir en prépa Polytech pour Ok, école d'ingénieur. ok, Et après, je fais une licence de maths et c'est après ça que je me suis rendu compte que je voulais rester finalement dans le milieu sportif ok. et que du coup, j'ai fait la bascule sur. D'abord, j'avais l'ambition de monter une salle de sport et du Mhm. coup, j'ai fait une licence STAPS de gestion d'entreprise sportive. Ok. Et avant de monter une salle, je me suis dit, il faut quand même être coach. Mhm. Et là, je commence les études de coach et là, je surkiffe Ok. le coaching, notamment, comme tu disais, avec les cours collectifs, les SMILS, les cours de STEP, de LIA et tout. Mhm. C'est là où on était beaucoup, beaucoup ensemble avec Mehdi. Et c'est vrai que bah, là, du coup, le côté ouvrir une salle a complètement disparu de ma tête parce que Ok. je kiffais tellement le milieu du coaching, de tout cet environnement fitness que finalement, c'est pourquoi t'embêter avec des problèmes de salle de sport quand tu gagnes très bien ta vie comme ça et Mhm. que tu te régales en fait, Mhm. tu vois. Donc, Qu'est-ce qui te plaît autant dans le coaching? la relation avec les gens.
OK. C'est vraiment ça. Tu vois, que ce soit sur un cours collectif ou, tu vois, encore jusqu'à récemment, je donnais des cours, chez Barry's Bootcamp Mmh. et quand tu as 50 personnes qui viennent et qui, toi, à travers le cours que tu as préparé, la playlist que tu as jouée et l'ambiance que tu as mise, se régalent pendant 1 heure et sont littéralement heureux d'avoir vécu ce moment-là, Mmh. c'est quand même assez dingue. Mmh. Tu vois? Mis à part si tu es chanteur ou Mbappé, Tu pas beaucoup l'occasion de vivre ce ça genre arrive de choses. rarement dans des métiers Mmh. de se dire, «J'ai fait kiffer 50 personnes». Pour Mmh. être honnête, j'ai même pas l'impression que c'est un travail. Tu vois? Mmh. J'arrive, je me régale pendant 1 heure à ambiancer les gens et les gens après te disent merci et applaudissent. Genre Ouais, c'est quand même assez exceptionnel hyper et gratifiant. donc ça, c'est pour les côtés court et ensuite pour aller plus loin dans la relation, je fais beaucoup de online coaching Mmh. et dans le one one ensuite, c'est vraiment les gens, tu deviens réellement leur, presque leur personal assistant slash Mmh. psy slash, parce qu'en fait, quand les gens s'investissent au point de prendre quelqu'un en one to one à distance, donc c'est vraiment tu crées une relation. Mmh. Parce que du coup, tu vas avoir un impact sur, sa façon de dormir, Mmh. sa façon de manger, sur ses destinations qu'il va choisir parce que des fois, il va avoir des compétitions, des trucs, donc finalement, la relation, elle devient vraiment très forte Mmh. et avec les gens que je coach, il y a une relation vraiment, en général, très forte. Ceux que j'ai depuis longtemps, bah, c'est même plus, c'est pas des clients, en fait, c'est vraiment, c'est des amis, quoi. Genre, Mmh. je suis capable de les inviter à mon mariage, quoi. Genre, on est Incroyable. très proches. Ouais. Une vraie relation de proximité qui se crée et je pense aussi, dans un contexte, où, hem, mine de rien, j'imagine que ça doit être assez variable et très fonction des objectifs de la personne, mais quand on vient à faire la démarche, comme tu le disais, de prendre un coaching individuel Mmh, et cetera, c'est que un bah, tu as un objectif ouais. et 2 cet objectif, il est suffisamment important pour toi pour que tu aies envie d'investir en toi, par l'intermédiaire d'un accompagnement. Mmh, Donc j'imagine aussi que en fonction du contexte, et parce que tu me fais l'effet de quelqu'un qui a une vraie éthique professionnelle et tu t'investis beaucoup dans les relations d'accompagnement que tu peux proposer, il y a aussi cet enjeu de, bah, je me suis fixé un objectif, j'y ai mis des moyens, j'ai vraiment, vraiment envie de l'atteindre. Toi, de ton côté, c'est j'ai vraiment, vraiment envie de t'aider à y arriver. mmh. Hem, Comment est-ce que tu accompagnes les personnes que tu coaches aujourd'hui, justement au-delà de la dimension, purement, préparation physique et très spécifique à le je sais Mmh. pas, l'événement qu'ils Ouais. préparent et cetera, mais presque plus sur la dimension, psychologique, motivation, gérer les doutes, les moments où tu as des creux pendant la prépa? Parce que j'imagine Ouais, qu'inévitablement, si tu es sur des prépas de, je sais pas, 12 semaines, 16 ouais. semaines en fonction de la nature de l'événement, bah, il y a des moments où la motivation, elle doit être un peu fluctuante et Bah, cetera, tu vois, ce que j'explique beaucoup aux gens, c'est que le coaching, ça va être autant mon travail que le travail de la personne. Mmh. Et en fait, quand on prend un coach, si on s'attend juste à recevoir de la programmation sans jamais échanger, Mmh. en fait, tu auras que 50% du truc. Mmh. Pour moi, la moitié du travail du coaching et du coaché, c'est d'échanger, c'est de parler. Et du coup, ce que je dis toujours aux gens quand on fait notre premier call où on se rencontre et on discute, c'est je leur dis, il faut que tu me fasses un max de feedback. Ne te OK. dis jamais que tu me déranges. Tu vois, Mmh. parce qu'il y a vraiment des gens qui disent, oh, mais je vais pas t'écrire, je vais pas te déranger. Je dis, mec, déjà tu payes pour ce Ouais, service, donc ouais, dérange-moi. ouais. Et ensuite, ça, moi, ça m'aide. Mmh. Si j'ai pas quotidiennement cet échange, ce message, ce feedback un peu quotidien ou au moins 2 fois par semaine, bah, même moi en tant que coach, j'ai du mal à savoir où t'en es, comment Mmh. ça se passe. Et j'ai beau t'envoyer des programmes, et même si je vois que tu fais les séances parce que tu les mets sur ta montre et que ça se voit sur les applications et tout, j'ai besoin d'avoir comment tu te Mmh. sens à l'instant T, comment se passe et ta séance et toi, comment tu vas. Donc en fait, il y a vraiment ce truc et beaucoup de gens s'en rendent pas forcément compte. Mais quand tu fais cette démarche d'aller chercher un coach, il faut que tu te dises, je vais m'investir tout autant dans la relation. Mmh. C'est pas juste, je prends un coach, je reçois des progs, je les fais. Tu vois, sinon je trouve que réellement, il y a pas une vraie plus-value et surtout, on rate quelque chose, tu vois? Donc, moi, je pense dans l'accompagnement, là où je suis le plus fort, c'est quand la personne, elle vient vraiment et elle vient échanger et on va en parler et on va comme tu le disais, il y a pas que la partie programmation, il y a tout le reste qui va avec. Il y a, voilà, comme je disais, comment tu dors, comment tu manges et cetera
Et même quand tu as tes doutes, il faut en parler. Il faut qu'on ait cet échange-là, sinon on rate trop de choses. Est-ce qu'il y a des outils en particulier sur lesquels tu t'appuies pour accompagner les personnes justement et ça peut être, si tu as un cas de figure qui te vient en tête, un cas concret, tu vois, de quelqu'un qui s'était fixé potentiellement un objectif assez ambitieux, que tu as accompagné sur sa préparation, à la fois la programmation, les échanges, etc. Et puis bon, bah, arrive un moment où, je sais pas, une séance s'est mal passée, ou putain, j'ai eu une semaine compliquée, j'ai pas pu faire toutes les séances que tu m'avais Mmh. programmées. Moi, je commence à douter de ma capacité à aller au bout du truc, à atteindre l'objectif. Comment est-ce que tu adresses ces sujets-là? Et est-ce qu'il y a des outils que tu Mmh. utilises, mais que ce soit pour les gens que tu accompagnes ou pour toi, même Ouais. dans, tu vois, dans les objectifs que tu te fixes, pour justement être en capacité de surmonter ces moments de doute Bah, qui finissent immanquablement par déjà, se présenter? enfin, on a souvent des doutes quand même sur ça, sur est-ce que je vais réussir à faire mon chrono, mon classement, etc. Mais là où ça va plus loin là-dessus, c'est quand tu as des blessures. Mmh. Tu vois? Et j'ai eu le cas, et ça arrive, hein, malheureusement, que tu sois un super coach ou voilà, ça arrive, la Mmh. personne se blesse parce qu'on contrôle pas non plus tout malheureusement. Mmh. Et j'ai eu le cas sur une personne qui préparait le marathon de Paris cette année OK. et franchement, on a fait une préparation magnifique. Genre, tu sais, on a commencé longtemps à l'avance, on est monté vraiment crescendo, tout était carré, elle faisait attention et tout. Mmh. Et malheureusement, un mois, un peu plus, un mois et demi avant l'échéance, je crois que c'était en février, commence à sentir une douleur qui sent pas très bon et on fait une imagerie et on voit qu'elle a une fracture de fatigue. Mmh. Qui peut-être venait déjà, qu'elle avait déjà un peu avant, qui a commencé à se développer plus avec l'augmentation de la Mmh. charge, et cetera. Bref, quand ça fait déjà 4 mois que tu es dans ta prépa et que Ouais. c'était ton objectif et que tout se passait trop bien, c'est très dur Mmh. mentalement, tu vois? Et moi, en général, ce que j'essaye le plus, et c'est ce que j'ai appliqué sur moi-même aussi lorsque j'ai eu une opération là en octobre dernier, c'est, de me focaliser sur d'autres choses. En OK. fait, tu sais que là, concrètement, la course à pied, ça va être mort. Mmh. Maintenant, sur quel autre truc physique tu peux accentuer ton travail? Donc, tu vois, avec elle, on a beaucoup parlé et bah, je lui ai dit: «Bah, tiens, chauffe-toi à faire un peu de calisthénie». Tu Mmh. vois, tu voulais toujours passer tes premières tractions et effectivement, quand tu es en prépa marathon, c'est pas le Bah, focus oui, c'est pas et la là, en vrai, priorité. tu as 0 contrainte pour le faire, donc tu peux te focaliser un petit peu là-dessus, travailler un peu sur certaines autres choses et après, ça peut être aussi sur le business. Tu vois, genre, moi, quand j'ai eu mon syndrome d'éloge, l'opération et tout, le mois où je pouvais strictement rien faire, je me suis focalisé à fond sur le développement de la salle Mmh. et sur le produit vraiment qu'on allait délivrer. Parce que jusqu'à ce que j'ai cette blessure en octobre, bah, j'allais ouvrir une salle de sport, mais en vrai, c'était pas précis. Mmh. Tu vois, on savait que ça allait être une salle orientée luxe, orientée très haut de gamme dans Paris, etc., etc. On avait le lieu, on avait signé et tout, mais j'avais pas le produit aussi parfaitement détaillé et vraiment l'identité comme je l'ai maintenant. Et OK. toute cette période, tout ce développement-là, je l'ai fait pendant ma blessure. Mmh. Je me suis saigné à regarder toutes les salles qu'il y a à travers le monde, à faire toutes les vidéos YouTube des mecs qui sont allés tester telle salle à Bali, aux US, à Dubaï. Et j'ai essayé de prendre dans chacune des trucs que j'ai vus, quelle est la chose que je préfère, quelles sont les choses que j'aime pas, comment je peux l'adapter au marché français, parce que c'est pas tout de voir une super salle aux US. Bien Il faut sûr. se dire comment je vais l'adapter en France, parce qu'une salle qui est à 2 500 $ par mois aux US, Mmh. t'ouvres pas en France à 2 500 $ par mois, tu vois? Genre personne va venir. Mmh. Donc comment ces trucs-là que tu trouves stylés dans cette salle, tu peux les appliquer et les faire là? Donc en gros, un des outils que j'utilise le plus, c'est de me dire: «Comment je vais travailler différemment?» Mmh. et sur le physique Mmh. et sur le physique, pour éviter de reprendre une blessure aussi, tu vois? Mmh. Bien sûr. Et sur, le reste de ma vie, tu vois? Ça peut être, tester n'importe quoi. Ça peut être, comme on disait, tester du théâtre, tester autre chose et je trouve que des fois, on est tellement focus sur un objectif sportif de dire: «Ah tiens, j'ai l'Aerox, Aerox, Aerox» ou le ma course ou autre, que finalement quand ça s'arrête cette prépa, on a l'impression d'avoir plus qu'est-ce que je vais faire? Mais en fait, justement, c'est Mmh. là où il y a tout qui s'ouvre. Là, tu as Mmh. un champ des Mmh. possibles où les 10 heures, 11 heures ou même 7 heures de prépa que tu faisais dans la semaine, bah, elles sont dispo pour faire autre chose. Mmh. Et en fait, quand tu y réfléchis, ça arrive jamais dans la vie de se dire: «Putain, d'un coup, je viens de gagner 7 heures dans ma semaine». Rarement, ouais. Bah, ouais, tu vois? Quand tu as toutes tes routines, tous ces trucs, Bien tu sûr. regardes, tu fais: «Ah bah, ouais». Là, tu vois, je m'entraîne, 13 heures par semaine. Si maintenant je suis de nouveau blessé, j'espère pas, mais genre Je te le souhaite pas. genre, je gagne 13 heures à Ouais. faire autre chose, à développer, que ce soit sur mon business ou sur, mon perso ou enfin n'importe quoi, tu vois? Mmh. Et C'est intéressant. En fait, il y a plusieurs choses qui me viennent quand je t'entends parler de ça.
Euh, je vais faire une petite tangente un peu obscure et je m'excuse Vas-y. pour les auditeurs, mais je pense que c'est un point important. Il y a en psychologie de la performance, il y a un outil que je trouve intéressant qui s'appelle la réévaluation de l'éveil. Ok. En gros, l'idée, c'est de se dire, c'est des théories qui ont été développées sur comment est-ce qu'on gère le stress. Et pendant très longtemps, il y avait un pan de la recherche qui s'orientait autour de comment je passe d'un état de stress à un état de calme euh, à travers une forme de reframe un peu cognitif de je Mm. réévalue la situation, ce qui me permet potentiellement graduellement de passer d'un état de stress à un état de calme. Ce truc-là a été pas débunké, mais en tout cas un peu révisé par la suite par une chercheuse qui a dit, ouais, mais en fait, le grand écart entre je suis stressé et je suis Mm. calme est énorme, notamment parce que l'activation physiologique qui est liée à l'état de stress, c'est une réalité avec laquelle le corps doit composer et Mm. réussir à redescendre en termes d'état d'excitation, entre guillemets, physiologique, c'est très très compliqué. Par contre, faire le pas entre le stress et l'excitation, Mm. qui sont deux états Ouais. d'activation haut en termes d'énergie, est beaucoup plus simple parce que, en fait, le discours que tu te tiens à toi-même, c'est OK, je sens que physiologiquement, il y a un truc qui est en train de se passer, Ouais. mais plutôt que de l'interpréter comme du stress et donc potentiellement quelque chose de négatif, c'est OK, je suis excité par le challenge parce que Ouais. c'est important pour moi. Et donc, en fait, tu interprètes différemment les signaux physiologiques, mais tu cherches pas à les nier ou à les atténuer ou à les diminuer, tu vois. Ouais. Et donc, dans ce que tu décrivais là, je trouvais qu'il y avait un truc intéressant autour de euh, je prends l'énergie qui est déjà présente et que j'associais ou que j'investissais Ouais. dans ma préparation physique, et comment cette énergie qui est là, qui va chercher un échappatoire, parce qu'en fait, ça fait des mois que je travaille Exactement. Ouais. à augmenter, entre guillemets, ma capacité, que je suis dans un état d'activation élevé, je vais aller la réallouer ailleurs. Tu vois. C'est une forme de Ouais. refocalisation un peu entre toute l'énergie et le temps que je passais là, plutôt que de passer de 13 heures par semaine à rien du tout, avec un énorme vide que je ne sais pas comment combler, Ouais. comment très rapidement je me refocalise pour essayer de me dire, OK, bah, ce temps-là, comment je le mobilise sur quelque chose de productif. Et cette notion de refocalisation, euh, j'écoutais une interview de Djokovic il n'y a pas longtemps, Ouais. et lui il disait qu'il avait énormément travaillé là-dessus, c'est sur, OK, bah, je perds le point, comment est-ce que je m'attarde pas sur le point Ouais. que je viens de perdre, et je prends mes ressources, et je les remobilise, et je me refocalise sur le point à venir. Et je trouve qu'il y avait un peu ça dans ce que Ouais. tu décrivais sur ce côté, OK, bah, constat d'échec entre guillemets, hein, tu vois, l'objectif sera pas atteint, on est contraint de revoir le plan d'action, et ce qu'on avait prévu de faire n'arrivera pas. Bon, bah, avec les ressources que j'ai à disposition maintenant, comment est-ce que je fais pour les réallouer Ouais. rapidement ou les réinvestir dans un Ouais, truc tout qui à est fait. productif, tu vois? C'est marrant parce que tu vois, Djokovic avait ça et Kobe Bryant l'avait aussi vachement Mmh. sur même si je rate 15 shoots, si j'ai la balle, Je retente, quoi. je retente, tu Ouais. vois? Et ça, moi, je me disais beaucoup au basket, j'avais plus un jeu de shooter que de meneur pur. Mmh. Et c'est vrai que quand j'avais appris qu'il disait ça, franchement, je me l'étais appliqué à Ouais. moi-même direct. Et c'est vrai de se dire à chaque fois que qu'importe ce qui s'est passé, bah, je retente ma chance. Et c'est pas Mmh. parce que j'en ai raté 15 que le 16e, je vais le rater. Ouais, Tu vois? ils ont un nom pour ça, je crois qu'ils disent Next Play Mentality, genre Ouais. comment tu te focalises sur le jeu d'après, quoi. Et tu C'est-à-dire tout de suite en dans capacité l'autre de. truc, tu vois? Ouais, ouais. Et c'est vrai que du coup, après, tu peux passer pour un gros croqueur, mais 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 bon. Non, mais en fait, au fond, c'est plus de se dire, c'est de se poser la question, bah ok, la situation, elle est ce qu'elle est, comment est-ce que je me l'approprie pour en faire quelque chose de productif et justement pas rester sur un constat d'échec Ouais, qui, si je le laisse s'installer, peut aboutir à quelque chose qui est loin ouais, tout à d'être fait, ouais. Ouais, optimal, c'est quoi. clair. Ouais. Euh, on a commencé à toucher du doigt pas mal de trucs sur lesquels je voulais échanger avec toi. Je te disais qu'au début, ce qui m'avait interpellé dans ton parcours quand j'avais fait mes recherches, c'était ta capacité à te réinventer. Ouais. Donc, on a parlé des cours collectifs, du coaching individuel. Il y a eu aussi un moment où tu t'es pas mal investi sur les sports d'endurance. Mmh. Euh, si je dis pas de bêtises, course à pied, Ouais, triathlon. c'est ça. Ouais, c'est ça. Course à pied, triathlon, trail. Ouais. Ouais. Euh, si on s'arrête un petit peu sur cette période-là, euh, qu'est-ce que tu as retiré de ce moment où voilà, tu as été à fond dans des disciplines qui sont quand même très exigeantes, qui demandent beaucoup de préparation si tu veux performer à un niveau correct, hein, tu t'improvises pas triathlète du jour au Mmh. lendemain.
souvent avec des volumes d'entraînement qui sont quand même assez conséquents. Ouais. Qu'est-ce que tu en as retiré de toute cette période-là? Je pense qu'il y a vraiment ce côté, se fixer déjà un objectif pur. Parce que Mmh. tu vois, quand je venais au début du basket ou de la muscu après, quand j'ai commencé les cours collectifs et que j'étais à fond, en fait, au basket, tu as tes matchs, tes matchs, t'enchaînes tes saisons. C'est pas Mmh. toi qui décides de le 24 juin, je vais faire l'Ironman de Nice. Mmh. Tu vois? Et il y a vraiment, c'est un vrai changement. Et c'est vrai que quand j'ai commencé la course à pied, du coup, en 2016, avant, je courais quand même via le Mmh. basket, via un peu le sport et tout, comme tout le monde. Mais il y a eu ce truc de se dire, putain, c'est moi qui vais, à partir de maintenant, décider de mes échéances. Et en fait, quand tu regardes, quand tu es jeune, ça n'arrive pas non plus. Tu vois, Mmh. quand tu commences le sport fédéral, etc., il n'y a pas, Il y a un il y a pas calendrier cette qui vision s'impose à toi, quoi. Tu composes naturellement. avec, mais ouais. Et je pense que ça a été ce truc de se dire, ok, bah, à partir de maintenant, donc là, quand je commence, j'ai 25 ans. Bah, c'est toi qui décides de ta carrière et de ce que tu vas faire Mmh. et de tes objectifs, etc. Et je pense que c'est vraiment le plus gros changement pour moi. Ça a été, OK, bah, maintenant, je décide de quels vont être mes objectifs. Et au début, ça a été avec la course à pied. Après, on m'a introduit au triathlon. Donc, Mmh. effectivement, c'est exigeant d'un point de vue. C'est surtout très chronophage. Ouais. Donc, ça prend beaucoup de temps. Pareil pour le trail, etc. Et ça a été de me dire: «OK, bah, là, je sais que je vais m'allouer 6 mois de préparation pour la préparation pour cet Ironman-là». Mmh. Et avant cela, j'ai jamais eu cette notion à me dire dans ma tête: «Je vais, fixer tel objectif». Et au final, si tu veux faire le parallèle un peu avec un truc entrepreneurial ou même des choix de vie, bah, je trouve que le sport, comment il est amené maintenant et notamment à nos âges et dans la société actuelle, comment elle est en train de se construire, encore plus avec l'avènement de l'Irox, de ATHX, Mmh. maintenant tout le monde a des dates. Et en fait, je trouve que quand tu fais ce parallèle-là avec le côté entrepreneurial, je trouve que c'est vachement intéressant de se fixer ces objectifs-là et Mmh. de se dire: «Tiens, je vais me fixer l'objectif de, à telle date, faire telle chose et y arriver». Et ça, tu peux le faire dans ton taf, n'importe, même si tu es même pas entrepreneur, mais juste, Mmh. Mmh. employé, salarié quelque part, te dire: «Bah, tiens, pour telle date, je vais essayer de me faire ça». Mmh. Et je trouve que s'il y a un truc à en tirer, c'est ça, c'est de se dire, fixer un objectif, se définir un calendrier et ensuite toute la préparation qui va avec. Parce Mmh. qu'ensuite, tu es obligé de quand tu as l'objectif de ton Ironman, c'est bien beau de se fixer la date Ah, du ça va pas 24 se faire juin, tout seul. mais ça va pas se faire tout seul, Ouais. exactement. Donc Ouais. du coup, tu es obligé de voir cette date du 24 juin et te dire: «OK, qu'est-ce que je dois faire en amont pour arriver jusque-là?» Est-ce que c'est prendre un coach? Est-ce que c'est planifier, mes entraînements? Est-ce que c'est changer quelque chose dans ma structure de vie? Quel matériel et cetera? Ça te pousse à aller chercher des nouvelles ressources au fond de toi que si tu as pas ce genre d'objectif, bah, tu fais jamais dans ta vie, tu Mmh. vois? Et je me disais encore là ce week-end, j'étais en compétition à Lisbonne et puis bon, tu sais, c'était la deuxième compétition, en 2 week-ends d'affilée, machin et tout. Et il y a toujours des moments où tu te dis: «Waouh, on serait mieux quand même à juste kiffer le week-end entre Ouais. nous, entre potes à Lisbonne, faire comme tous les gens normaux Ouais. et juste passer 5 jours à kiffer». Et en fait, à chaque fois, je me rappelle que, bah, si je me fixais pas ces objectifs-là, j'aurais pas la même discipline dans ma vie de tous les jours. Parce que c'est justement grâce à ces petits objectifs que je me fixe à chaque fois. Donc là, Lisbonne, dans 2 semaines, il y a un 10K, dans tel truc, Mmh. que je garde cette discipline constante toute l'année. Et ça me permet aussi, d'un point de vue humain, je pense, être meilleur, tu vois. Mmh. Hem, Moi, je suis assez aligné avec toi sur, les objectifs comme un bon moyen de se mettre en Mm, mouvement. Hem et et on reviendra, juste après sur la partie, comment je structure ma vie pour rendre ça possible, tu vois? Parce que c'est un mm, sujet qui m'intéresse énormément. Mais, ça appelle une question importante pour moi qui est ton rapport à l'échec. Parce qu'en fait, à partir du moment où tu te fixes un objectif, de fait, il y a une possibilité, d'échouer, tu vois? Malgré, hein, toute la préparation que tu vas faire et cetera. Donc je suis curieux de savoir comment est-ce que tu le gères, ce rapport à l'échec? ouais, c'est une vraie très bonne question parce qu'elle est dure. Parce que du coup, tu vois, ce week-end, on a eu un échec. On finit troisième de notre caté alors qu'on avait littéralement la première place devant nous Mmh. et on fait n'importe quoi sur la fin de course. OK. Genre vraiment, les 3 dernières minutes, on fait nimp et on perd. On passe de la première à la troisième place. Du coup, c'est marrant, mais tu vois, j'ai lu un bouquin récemment qui s'appelle Le paradoxe du chimpanzé, OK. qui en gros t'explique que notre cerveau, il est régi par
entre guillemets, un cerveau chimpanzé qui réagit beaucoup sur le côté émotionnel Mmh. et le cerveau humain qui est plus pragmatique, et cetera. Et que, en gros, tu auras toujours un peu dans ta vie cette balance entre les 2, Mmh. entre ce chimpanzé qui veut prendre le dessus et faire ce côté émotionnel et tout, et ce cerveau humain qui veut apaiser, être plus pragmatique, remettre sur place, et cetera. Et bah, tu vois, on finit la course et les 10 minutes d'après, j'ai beaucoup, beaucoup de haine parce que, tu Mmh. vois, tu t'en veux. Tu Mmh. te dis surtout quand ça passe à rien, tu vois? C'est Ouais. comme, On l'avait là, on le on touchait l'avait du là, c'est doigt comme, et tu ouais. as raté ton lancer franc pour la gagne ou Mmh. tu avais le but bien grand ouvert, tu as trop ouvert le pied, la balle Mmh. elle est Mmh. partie en Dans sortie les tribunes, ouais. et du coup, il y a vraiment ce côté où au début, j'ai du beaucoup de mal mais par contre, du coup, j'essaie de l'analyser et OK. j'essaye de me dire et j'ai vraiment essayé de le faire là sur cette course parce que, tu vois, c'était l'exemple parfait Mmh. où j'ai eu ce côté très émotionnel où on passe le truc, je tape le sol 2 fois très énervé, j'ai la rage et en fait, je me suis dit: «OK, là, tu es vraiment en train de laisser parler tes émotions» Mmh. et je me suis dit: «Tu le sais, laisse-le un petit peu». Mmh. Tu vois? Laisse-le jouer un petit peu parce que je me suis dit: «Si j'exprime rien, peut-être que je vais avoir de la frustration ensuite et tu vois? Je me suis dit: «Là, j'ai besoin de l'exprimer». Donc je l'ai exprimé pendant les 10 minutes qui ont suivi et donc voilà, j'en parle avec mon binôme, j'en parle avec ma copine qui était là, Mmh. je suis pas bien, je m'en veux, je me dis: «Pourquoi on a fait ça? On est nuls», Mmh. bref. Et après, j'essaye de me redire: «OK, maintenant tu as laissé parler ce chimpanzé, maintenant reprends le contrôle avec ton côté humain Mmh. et finalement tu peux relativiser la chose». Effectivement, il y a rien de grave. Tu fais une troisième place, ça reste une bonne course. Qu'est-ce que tu peux ensuite tirer? On peut toujours tirer quelque chose de bon là-dedans, Mmh. tu vois? C'est de se dire: «Bah, en vrai, on avait fait une super course» et c'est pas parce que les 3 dernières minutes, on a fait n'importe quoi, que finalement il y a Que rien de tout est bon à acheté, en quoi. tirer, Mmh. tu vois? Donc je pense qu'il y a toujours il faut laisser un peu exprimer. Moi, je suis pas, contre la chose de dire, «Non, mais il faut réagir, de manière» enfin, je pense qu'à un moment donné, il faut laisser un peu exprimer, mais il faut en prendre conscience. Mmh. Il faut se dire: «OK, là, je suis en train de trop monter, laisse-le un peu». Alors ne fais pas d'erreur, grave, qui, genre commence pas à insulter tout le monde ou ou voilà, tu vois? Il faut quand même rester un peu, Mmh. modérateur. Mais je trouve qu'il faut laisser un peu ça et après par contre, une fois que les 10-15 minutes une fois que tu as pris ta douche, c'est fini, en Mmh. fait. Ça c tu vas pas marronner encore pendant des heures et des heures. Ensuite, reprends le contrôle avec ton cerveau humain et avance. Fais la stratégie pour la suite, réfléchis et next play, Mmh. tu vois? Et je trouve que c'est intéressant enfin, c'est ma façon de fonctionner et je trouve que ça marche plutôt bien, tu vois? Je suis hyper aligné avec toi sur l'importance de s'autoriser à le vivre. Tu vois? De se dire, Mmh. en fait, les émotions, si elles existent, c'est pour une raison. C'est pas Mmh. gratuit. À un moment, elles ont une raison d'être et donc si je ressens ça à ce moment-là, c'est qu'il Ouais. y a un message qui essaye de passer, donc c'est important de d'être en capacité de l'accueillir. Hem, le truc que je trouve intéressant dans ce que tu décris là, c'est cette lecture-là te donne, heu une grille, un référentiel, un modèle pour Mmh. comprendre ce qui est en train de se jouer et en fait, comprendre, c'est déjà, hem, réduire un peu le pouvoir que l'émotion elle a sur toi, tu vois? Ouais. Parce que tu sais que biologiquement, on est construit comme ça, au moment où ça arrive, tu es en capacité de comprendre ce qui est en train de se jouer et donc tu te laisses pas embarquer. En tout Ouais. cas, pas complètement. C'est-à-dire Ouais. qu'il y a, je trouve qu'il y a vraiment une dissociation entre OK, autorise-toi à le vivre parce que c'est important, il faut que ça sorte et si tu le fais pas, bah, tu vas le payer à un autre moment. Mmh. Mais pour autant, je comprends bien ce qui est en train de se passer et je sais qu'à un moment, il va falloir que je reprenne Ouais, le «contrôle» entre c'est ça. guillemets et pour aller dans ton sens, heu, physiologiquement, typiquement, tu vois, la colère, par exemple, enfin, c'est vrai de beaucoup d'émotions primaires, elles il y a des manifestations physiologiques, tu vois? Genre, tu as les muscles qui se tendent, tu as le Mmh. cœur qui bat plus vite, tu as le souffle court, tu vois, il se passe un truc, tu Ouais, vois? ouais. Tout ça, c'est beaucoup drivé par, sécrétion hormonale dans le corps et tout et moi, ce qui m'a fasciné, c'est quand j'ai entendu un jour que la colère, par exemple, en gros, il se passe 90 secondes entre le moment où tu sécrètes les hormones qui provoquent les réactions physiologiques, associées à la colère et le moment où ces hormones, elles sont évacuées, tu vois? OK, 90 secondes. OK. Comment t'expliques qu'on est capable de cultiver des rancunes, des rancœurs pendant des jours, des semaines, des C'est vrai. mois, tu vois? Et en fait, c'est là où, bah, parce que tu revisites le truc constamment,
cet état de Tu colère, tu remets, tu l'entretiens en fait. l'entretiens, effectivement, ouais, c'est Et, vrai. et donc avoir cette mécanique que tu décris de je m'autorise à le vivre à l'instant T, mais par contre, à un moment, on ferme les vannes Mm, et on reprend le contrôle et on revisite ce qui s'est passé, mais de manière constructive, plus rationnelle, avec c'est ça, une analyse beaucoup plus logique, beaucoup plus pragmatique. En fait, je trouve que c'est une démarche que je trouve hyper constructive et qui est aussi euh, cohérente par rapport à ce qu'on vient de décrire exactement. sur ce qui se passe en toi à ce moment-là, tu vois. Mm, Donc, et j'en parle parce que je trouve que ça va dans le sens de ce que tu décrivais, de comprendre ce qui se passe me permet de mieux l'appréhender exactement. et de pas être sous l'emprise de mes émotions, mais plutôt à un moment d'en rester maître, tu vois. Mm, Non pas que tu contrôles tout ce qui se passe et tu verrouilles complètement, mais ok, maintenant que ça s'est passé, je reprends le contrôle, c'est quoi. ça. Et comme tu dis, ça sert à rien de continuer d'avoir cette colère, cette rancœur. Tu vas pas le revivre le moment. Hmm, Donc, quoi qu'il arrive. Et en fait, au contraire, tu vas faire que revivre hmm, l'émotion. Et c'est ça exactement. qui est terrible. Ouais. C'est que si tu fais que revivre cette émotion-là, t'avanceras jamais. Hmm, Donc, faut laisser vivre. Et ensuite, ouais. on avance et on explaye. Ok. L'apprentissage, tu vois, que tu dis, voilà, quand je prends un peu de recul, on fait quand même une troisième place, on se foire sur les 3 dernières minutes, mais tout n'est pas acheté. Comment est-ce que tu processes un peu tout le reste de la course pour être en capacité justement de te dire, voilà ce que j'en garde, voilà ce sur quoi on a travaillé, et comment ça informe, on va dire, la suite enfin, typiquement la préparation de votre prochain événement, par exemple, ou des choses comme ça. Est-ce que c'est un process que tu fais de manière très structurée, ou est-ce que c'est quelque chose qui est plus intuitif, qui est pas forcément un truc, ok, bah, je vais reprendre la course, enfin, étape, moi, je dis atelier parce que c'est le mot qui me vient, mais tu vois, ok, le sled push, on a bien Hmm. géré, le sled pull, on a moins bien géré, etc. Tu vois, comment est-ce que tu structures en tout cas ce travail d'apprentissage? Déjà, j'échange beaucoup avec mon binôme quand Mhm. c'est sur des courses en double, tu vois. Mhm. Et ensuite, je fais des feedbacks également à mon coach. Ok. Donc moi, j'ai un coach aussi, tu vois, sur Mhm. la partie, surtout sur la partie run et préparation physique. Et une fois que j'ai fait ces feedbacks-là, c'est plus du ressenti Ok. que du pur data, tu vois. Mhm. C'est d'abord vraiment plus du ressenti. Ok, comment je me suis senti à tel moment, comment mon binôme s'est senti quand on parle des ressentis en binôme. Et après, en fonction de ça, en fait, je regarde peu sur le côté vraiment, vraiment pure data parce que finalement, c'est plus ce côté comment j'ai réussi moi à me pousser Mhm. pour ensuite me dire, OK, quel est vraiment le levier que je peux activer? Mhm. Tu vois, si je prends l'exemple concret sur la dernière course, je me dis que sur les stations d'Aerox pure, ouais, on peut toujours être un peu meilleur. Mais je pense qu'on a plus de levier à encore plus progresser en course à pied Mhm. pour finalement arriver plus reposé entre guillemets à nos stations. Donc le but c'est pas forcément d'augmenter le niveau en course à pied pour courir plus vite, Mhm. mais pour être potentiellement plus reposé sur les stations parce que Plus du coup efficace cette sur la vitesse course et là, donc. elle nous aura mis moins dans le pétrin. Mhm. Donc en fait j'essaye d'avoir vraiment plus cette analyse, vraiment beaucoup plus sur le ressenti que sur la data pure. Et c'est pour ça que quand j'ai des gens que je coach qui font une course, enfin, tu vois, c'est bien. Alors oui, j'arrive à avoir ton chrono, hein. Ton chrono, je vais Mhm. sur le site internet, j'ai ton résultat. Mhm. Par contre, dis-moi comment tu Tu t'es t'es senti senti. sur C'est le ça le moment. plus important. Parce que si j'ai pas ce ressenti et que j'ai juste la data, juste les stats, j'aurais beaucoup plus de mal à savoir vraiment quoi activer. Mhm. Tu vois, et c'est pas parce que tu as mis énormément de temps, tu vois, typiquement dans la course, on met beaucoup de temps au wall ball Mhm. parce que la balle nous a glissé, parce qu'on a pris de la transpi et que du coup on galérait. Mais ça veut pas dire qu'on a travaillé nos wall ball, Mhm. tu vois. Parce que Mhm. si je regardais que la data, Ouais. bah, je regarderais la course et je me dirais, bah, tiens, ils ont mis 4 minutes 08 au wall ball, alors que d'habitude ils mettent 3,15, bah, on va leur faire bosser le wall ball. Bah non, Mhm. si tu fais ça, t'as rien compris. Mhm. Donc en fait, il faut vraiment se dire, ok, quels sont les ressentis, à quel moment vous êtes senti dans le mal, et c'est vraiment plus ce côté ressenti. Donc limite à l'écrire, tu vois, à écrire directement le lendemain. Plutôt, moi, j'écris pas trop à chaud, mais plutôt le lendemain, et je fais toujours mes feedbacks le lendemain à mon coach. Donc, ok, comment je me suis senti, qu'est-ce qui allait bien, qu'est-ce qui allait pas bien, etc. Parce que quand tu le fais à chaud, tu auras encore trop l'émotion dedans. Ouais, Donc, ton tu vois, analyse, elle sera peut-être un peu elle plus sera biaisée, biaisée. tu vois. Ouais. Donc, le lendemain, ouais. Et du coup, tu vois, c'est intéressant, ça appelle une question. Alors, je trouve que ton parti pris est assez rafraîchissant à l'époque où, tu vois, je crois qu'on porte tous les Ouais, deux une montre connectée, les ouais, wearables, de la data, on en a de partout. ouais, Ça pose encore la question de savoir comment est-ce qu'on l'interprète, est-ce qu'elle est vraiment
utile, pertinente, fiable, Mm. etc. Donc je trouve ça cool aussi d'avoir quelqu'un qui vient nuancer un peu le discours en disant la donnée c'est une chose, mais ça raconte pas toute l'histoire. Et ce qui Exactement. m'intéresse, c'est aussi que tu puisses me partager comment toi tu l'as vécu. Euh, Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont aidé justement à mettre des mots sur ces ressentis ou tu vois, comment est-ce que tu as réussi au fil du temps à affiner la capacité que toi, tu as exprimé la façon dont tu avais vécu les choses ou potentiellement la capacité dont tu interroges les personnes que tu accompagnes pour qu'elles puissent te donner la matière dont tu as besoin pour Ouais. continuer à alimenter, tu vois, cette réflexion, cette progression, Bah, etc. déjà, c'est l'expérience, le fait d'être athlète et coach. Mhm. Tu vois, je pense que c'est vraiment ça ma plus-value au final sur ce truc-là, c'est que je suis autant sur le côté, je vais chercher à performer en tant qu'athlète et j'ai mes entraînements, j'ai ma structure. Donc je sais quand on parle de ressenti ce que ça veut dire. Mhm. Et quand j'envoie une séance à des gens, j'ai fait cette séance, je sais ce qu'ils doivent ressentir. Donc tu vois, derrière, quand tu vas me dire, ah, telle séance, 6 sur 10. Ah Mhm. non, il y a un problème. Je Mhm. l'ai fait cette séance, c'est pas un 6 sur 10. Donc c'est Si que tu tu le t'es fais pas assez bien, donné. t'es à 8 ou 9 quoi. Ouais. Exactement, tu vois. Mm. Donc il y a ce côté d'être également de l'autre côté de la barrière Mm. et ensuite d'être sur le côté coach, justement, où j'ai appris à discuter avec les gens. Du coup, quand quelqu'un me dit quelque chose, et si j'ai pas assez, je vais aller chercher plus loin. Donc je vais Mm. aller poser plus de questions, je vais aller avoir, parce que je sens que là, je manque de matière. Ok. Donc je pense que d'être sur les deux aspects, ça m'aide vraiment à avoir voilà, plus de détails et être plus sharp dans ma façon de réfléchir dessus aussi. Ok, très clair. Euh, alors, je me rends compte qu'on a été un tout petit peu vite en besogne parce qu'en fait, on n'a même pas repris le temps de contextualiser ce qu'est l'Aerox. Donc, parce que je connais, Ouais. et pour la petite histoire, j'ai couru la première édition française en Ah, ok. 2023. Voilà. Ok, Alors, pareil. avec peu de succès, et l'issue, ça a été une blessure dont j'ai eu du mal à me sortir parce que je l'avais mal préparé. C'est de ma faute, je suis entièrement Mince. responsable de tout ça. Mais du coup, c'est quelque chose que je continue à suivre et que je suis déjà très content de voir l'essor que ça a pris parce que je trouve le Énorme. format hyper intéressant. Mais donc, pour les auditeurs qui ne connaissent pas le format, simplement, c'est un mix entre de la course à pied et des stations, on va dire Ouais. plutôt Fonctionnel. force fonctionnelle. Ouais. Et donc, c'est 1 kilomètre de course, une station, 1 kilomètre de course, une station. Et les stations, en l'occurrence, ça va être pousser une luge avec des poids dessus, tirer une luge avec des poids dessus, faire des fentes avec un sac de sable sur le dos. Enfin, Exactement. je Ouais. n'utilise pas les termes Ouais, techniques parce que ouais, je ne ouais. sais pas dans quelle mesure tout le monde sera familier avec ça. Mais donc, c'est quelque chose qui est très complet, Hmm. enfin très structuré parce que le format est le même Toujours le à même. chaque course, mais qui est quand même assez exigeant dans le sens où si tu veux commencer à performer à haut niveau comme c'est ton cas, parce que on l'a pas dit non plus, mais tu fais quand même partie vous êtes quoi, top 30 On avait mondial? fait 31 ouais, l'année Ouais, voilà, dernière. c'est ça. Donc quand on voit l'ampleur de ce que ça a pris, commence à y avoir du monde sur le circuit, Ouais, donc ouais, c'est c'est clair. c'est plutôt une très belle performance. C'est-à-dire que pour se classer à ce niveau-là, faut quand même être très très costaud. Euh, donc, tu pratiques, et puis bon, on l'a mentionné en passant avant ça, mais le triathlon, pareil, très exigeant, Hmm. etc. Pour être en capacité de pratiquer à ce niveau, il faut avoir une structure au quotidien qui permet d'atteindre ce niveau de performance et de le tenir dans la durée. Euh, c- Comment est-ce que tu crées aujourd'hui, en particulier pour toi, et après on pourra se poser la Ouais. question pour les gens que tu accompagnes, un environnement qui permet ce niveau de performance? Qu'est-ce que ça implique concrètement de structurer un environnement au quotidien qui te permet d'avoir ce volume d'entraînement, ce niveau de performance dans la durée, de Hmm. continuer à progresser, etc. Honnêtement, c'est bon déjà d'avoir un objectif précis. Mm, Ça, c'est le plus important. C'est d'avoir un objectif. Je trouve que juste aller faire du sport pour faire du sport, c'est plus difficile. mm, Il y a des gens qui y arrivent très bien. J'ai plein d'amis qui font ça, ils y arrivent bien. Mais je trouve que quand tu as un objectif précis, c'est beaucoup plus facile à ensuite structurer, garder ta discipline, garder ta motivation. mm, Une fois que tu as cet objectif, c'est ensuite te dire, OK, concrètement, de manière réaliste, combien de temps je peux me dégager dans la semaine? Tu vois, est-ce que, tu vois, moi, c'est une des premières questions. Je dis, OK, tu fais quoi comme métier, etc. J'ai tes horaires. Maintenant, OK, de manière réaliste, combien de séances tu peux faire? Si tu me dis que tu veux faire un Ironman et que tu me dis 2 séances, on va essayer de trouver plus de créneaux. Tu vois, on va se mm, dire, OK, là, ça va être un peu compliqué quand même en deux mm, séances. Donc,
Ensuite, c'est une fois que tu m'as dit: «OK, je peux faire 4, 5, 6 séances, on va essayer». Tu vois, je suis vraiment très je pars du truc et ensuite on affine, on affine, on affine. Combien de séances? Donc tu me dis: «Je peux faire 5 séances». Quels sont les jours? Quels sont les jours où c'est très compliqué pour toi? Si tu me dis que les lundis, c'est ta grosse journée de taf, chut, on zappe le lundi, c'est ton day off. Te Mmh. force pas Mmh. à te dire surtout ce qu'il faut, c'est ne pas se forcer et se dire: «Non mais si, je vais pouvoir caler». Non, ça marchera pas. Ça va tenir 2 semaines, mais ensuite ça va sauter parce que tu as trop de choses en même temps. Donc une fois qu'on a réalisé combien de séances on peut faire, et cetera, c'est d'aller, bien décider: «OK, bah, quel entraînement on va faire là? Quel entraînement on va faire là? Est-ce que c'est plutôt le matin? Est-ce que c'est plutôt le soir? Est-ce que du coup, si c'est le matin, est-ce que tu as moyen de manger un petit truc avant?» Enfin, tu vois? C'est vraiment aller dans le détail et c'est pour ça que je crois beaucoup dans ce coaching individualisé et je crois pas dans les programmes tout préparé que tu peux acheter où tu vois, tu peux, hein, prendre, le programme de tel athlète Ouais, bien et sûr. toutes les semaines tu reçois la même workout que lui. Tu arriveras jamais à le faire. Mmh. Tu arriveras jamais, tu as pas le même environnement, tu as pas le même truc. Donc il faut vraiment pouvoir, une fois que tu as ton objectif, analyser ton environnement et une fois ton environnement, donc ton travail, le temps que tu as pour toi, ta vie de famille, et cetera et une fois que tu as tout ça, OK, où est-ce que et après c'est simple, hein, c'est tu vois, c'est Mmh. encore le côté un peu maths, tu vois? Mais c'est tu places des Lego, tu places Mmh. tes trucs. Une fois que tu as tout ça, après c'est super simple après. Tu as plus Mmh. qu'à te dire quel entraînement on met à quel endroit, quel jour on va s'entraîner plus dur, quel jour va être plus simple pour optimiser et cetera Mmh. et je trouve quand tu découpes tout ça, bah, ça devient facile et tu vois? Et pour le coach et pour l'athlète, ça lui permet aussi d'avoir une vision long terme et de savoir quel jour il va faire quoi et ça permet d'avoir tout qui est beaucoup plus assimilable au final. Mmh. C'est c'est, hem, c'est hyper intéressant ce que tu dis. Moi, je crois beaucoup, en tout cas, avec l'expérience, j'ai appris que les choses que j'arrive à mettre en place, à tenir sur la durée, ça demande un travail de design, tu vois? Moi, c'est Mmh. comme ça que je le vois, une forme de Ouais, c'est marrant. «design comportemental» entre guillemets et à travers ce travail de design, ce que je cherche principalement à faire aujourd'hui quand je cherche à installer soit un nouveau comportement, une nouvelle habitude ou à atteindre un objectif spécifique, c'est comment je fais pour réduire la friction. Et tu vois, Mmh. typiquement, ce que tu disais sur: «Attends, OK, si le lundi, c'est ta journée où tu charbonnes et où tu as pas le temps, tu es fatigué et cetera», Mmh. on va pas se forcer à essayer de faire rentrer un truc au Tu y chausse-pied arriveras qui pas. tiendra pas dans la durée. Ouais, Viens, on va regarder quelles sont les autres opportunités qu'on exactement. a dans ta semaine où il y a pas de friction ou moins de friction pour se dire que si demain on veut placer une séance d'entraînement à cet endroit-là, on peut le faire en étant relativement confiant sur le fait que Ouais, ça va tenir dans la durée parce que les exactement. conditions sont réunies, tu vois? Et ça, je trouve ça hyper important. Tu as mentionné la motivation. Mmh. Hem, Quand tu accompagnes quelqu'un, donc une personne vient te voir, hem, que tu l'accompagnes sur la préparation d'un événement, ou pour atteindre un objectif, qu'elle s'est donné. Est-ce que c'est quelque chose que tu questionnes ça chez les gens avec lesquels tu travailles? OK, donc tu me dis que tu veux faire un Ironman, tu veux faire un marathon, tu veux faire un Irox, tu veux faire tel chrono sur ton prochain Mmh. Irox et cetera. Est-ce que, avant de te lancer dans la préparation et tout, tu leur poses la question de savoir: «Mais au fond, pourquoi est-ce que tu veux te lancer là-dedans?» tu vois? En général, je demande, ouais, pourquoi ils veulent faire ça. Ouais. Après, c'est personne va pouvoir te répondre de manière honnête, Mmh. tu vois? Parce qu'au final, à partir du moment où tu fais le call avec ton coach, tout le monde a la motivation Mmh. mais il y en a peu qui se rendent compte de la discipline que ça va demander OK. et c'est pour ça que moi, à chaque fois, hein, quand je fais les trucs de suivi online, je leur dis toujours, c'est les abonnements avec moi, les trucs, il y a pas d'engagement. Si au OK. bout d'un mois, tu veux arrêter, tu arrêtes. OK. Tu vois? Je fais pas de trucs de 6 mois, 3 mois. Il y en a beaucoup qui font ça et je comprends, hein, parce que du coup, c'est du taf que tu Ouais, fais tu te pour, sécurises, projeter le truc. Mais moi, parce qu'en fait, il y en a beaucoup qui vont arriver motivés, mais qui, en fait, au bout de 2 semaines, vont se rendre compte que j'ai pas la discipline pour faire ça. Et mmh, finalement, c'est beaucoup plus facile d'aller prendre un cours de bootcamp à 19 h le soir avec 50 personnes de la bonne zik que d'aller se lever à 6 h et d'aller se faire 1 h 30 de séance solo mmh, qui est certes plus précise et adaptée à toi, mmh, mais ça demande beaucoup plus de discipline. mmh, Donc, je pense que c'est dur d'avoir un. Alors, c'est marrant parce qu'avec le temps, des fois, tu le sens un peu. Tu vois, mmh, je le sens dans le call. Tu vois, je me dis, cette personne, ça va pas durer longtemps. mmh. Mais c'est pas grave, tu vois? Après, tu peux Ouais, avoir des ouais, bonnes surprises, tu ouais. vois? Mais en général, les gens, quand ils t'appellent, ils sont motivés, ils ont envie de faire le truc et tout. Après, c'est juste quand ils t'expliquent un peu, leur environnement, le truc, comme je te dis, des fois des objectifs hyper, élevés.
Alors qu'en fait, on voit Pas de qu'on peut pas ressources trop, en face. on peut pas trop s'entraîner, on n'a pas trop le temps. Il n'y a pas non plus un passif énorme d'un point de vue sportif. Donc souvent, voilà, tu captes direct, tu te dis, bon, pas sûr que ça tienne longtemps, ça. Mmh. Et parce que effectivement, je trouve qu'il y a vraiment ce paradoxe de motivation et discipline. La motivation, tout le monde en a. Mmh. Ça arrive à tout le monde d'être motivé et de dire, allez, vas-y, j'y vais. Par contre, est-ce que tu vas être discipliné pour le faire tous les jours et te dire tous les jours, je vais me lever, rien qu'un truc simple, tous les jours, je vais me lever, faire un gainage. Mmh. Tout le monde pourrait faire ça dans la vie. Tout le Mmh. monde pourrait se lever et tous les matins faire 10 minutes de gainage. C'est le truc le plus facile au monde. C'est un truc que je fais tous les matins. Mmh. Qu'importe la météo, le truc, tu te lèves, tu mets une serviette au sol, tu te fais du gainage. Mmh. Tout le monde peut le faire. Par contre, ça demande de la discipline. Mmh. Et ça peut tenir la motivation, elle peut tenir 3 jours. Par contre, pour beaucoup, elle tiendra pas plus longtemps. Ouais. T'es à un stade de ta carrière où tu as quand même construit beaucoup de choses. Tu vois, on l'a mentionné au début de l'épisode. Tu travailles avec un certain nombre de marques qui sont quand même très réputées. Tu vois, Nike, Red Bull, t'as ton projet enfin ta salle de sport que tu es en train de lancer, etc. Et à côté de ça, tu continues à te bagarrer pour aller performer à un haut niveau sur une discipline qui, comme on l'a dit tout à l'heure, est assez exigeante et très compétitive, Mm. avec des nouveaux entrants tous les Qui jours sont de plus en plus forts. qui sont de plus en plus forts. J'en parlais avec Mehdi en off. Je disais, ce qui me fascine avec l'Aerox, c'est la vitesse à laquelle les chronos Mhm. descendent. Tu vois. Tu te dis, Ouais, putain, ouais. mais où est-ce que ça va s'arrêter quoi? Ouais. C'est assez bluffant. Qu'est-ce qui te motive, toi, à continuer à faire tout ça? Parce que tu as ton activité de coaching, les marques avec lesquelles tu bosses, ton projet de business qui, j'imagine, et on en reparlera un peu après, est quand Ouais. même enfin, avec ce que tu nous as décrit tout à l'heure, ce que tu m'as décrit tout à l'heure, une ambition qui est quand même assez affirmée, affichée, etc. Donc, ça implique de s'investir et d'y Mm. mettre de la ressource. C'est quoi la motivation derrière tout ça? Je pense que c'est justement pour pouvoir garder un peu cette discipline, tu vois. Je pense que si j'avais pas ces trucs-là, au bout d'un moment, il y aurait trop de laisser aller. Il y Mm. aurait trop de, tu vois, de. Et en fait, ça devient hyper dur ensuite. Parce Mm. qu'à partir du moment où tu arrêtes, et on le sait tous, reprendre, c'est super chaud. Mm. Et donc, je préfère me dire, bah, tu gardes ces trucs-là. Et si demain, c'est plus sur l'Irox, je pense que tu as capté un peu le personnage, ce sera Mm. sur autre chose. Mm. Tu vois, et j'ai déjà mes projets de basculer sur de l'ultra-endurance, d'aller chercher du très long, etc. Ok. Et là, je continue sur l'Irox parce que je trouve ça kiffant. Déjà, j'aime beaucoup le faire en binôme et avec, c'est un de mes meilleurs amis. Donc, tu vois, ça rajoute aussi un côté un peu kiffant, esprit d'équipe un peu qui est cool. Et je pense que si demain j'arrête, je serai obligé de retrouver autre chose parce que tu as ces échéances, tu trouves ces trucs. Et comme je te disais tout à l'heure, quand j'ai découvert à 25 ans ce monde où tu te fixes toi-même tes objectifs, bah, j'ai plus envie d'arrêter, tu vois. Bah, après, forcément, tu te dis jusqu'à quel âge tu vas le faire, tu vois. Mais en vrai, quand je vois Ludovic Pomeray qui gagne encore des compètes en ultra trail à 50 ans passés, Mm. je me dis, en fait, tu peux continuer quasiment ad vitam aeternam, tu vois. Je trouve que c'est la beauté des sports d'endurance aussi, c'est que ça fait partie des disciplines qui se prêtent justement à quelque chose que tu peux faire Exactement. longtemps, tu vois. Donc Ouais. ça, je trouve ça cool. Au-delà de ça, il y a un million de trucs fascinants avec ces disciplines-là qui sont très exigeantes et qui t'obligent à aller chercher très très loin, Mm. à puiser en toi et à te confronter à pas mal de choses. En tout cas, c'est, je pense, assez révélateur Ouais. sur la façon dont tu es construit et sur ta résilience, tu vois, ta Mm. capacité aussi à tenir dans la durée. Euh, donc, on en a parlé plusieurs fois. Tu as donc cette carrière d'athlète de haut niveau aujourd'hui. En parallèle de ça, un certain nombre de projets Mm. entrepreneuriales. Ce qui m'intéresse, peut-être pour parler un petit peu du projet de ta salle de sport, c'est aussi de comprendre ce que tu as construit et rassemblé en termes d'outils à travers tout ce que tu as vécu ces dernières années et que tu emmènes avec toi dans ce nouveau Mm. projet qui, d'après ce que j'en ai compris encore une fois, est très ambitieux, ou en tout cas, Mm. j'ai le sentiment que tu mets la barre assez haut dans ce que tu vas chercher à faire à travers ce projet-là. Et, euh, et, et curieux de savoir ce que emmènes avec toi de toutes ces expériences passées dans ce nouveau projet, dans la manière que tu as de l'investir. Bah, en fait, tu vois, le constat, ça a été. Bon, déjà, ce projet, je suis pas tout seul. On est Mhm. trois associés, Ok. et Dieu merci.
parce que tout seul, ce serait vraiment un autre Ouais, chantier et surtout, ça aurait été dur d'avoir une vision vraiment à 360 parce que mes associés viennent pas du tout du milieu du sport, mais du OK. coup, ils ont leur vision sur un produit, sur quelque chose, ils ont leur passif qui aide beaucoup. Mmh. Et moi, en fait, j'ai vraiment, puisé mon inspiration principalement en fait, sur les 2, sur le côté coach et sur le côté athlète. Sur le côté coaching où c'est vrai que là, je sais pas combien de personnes j'ai pu coacher, depuis que j'ai commencé, mais j'avais toujours du mal à leur trouver l'endroit parfait. Et Mmh. franchement, honnêtement, c'est une des premières questions quand les gens: «Où est-ce que je peux m'entraîner?» Mmh. Et c'est vrai que c'est hyper difficile à trouver, dans Paris, l'endroit où tu vas tout retrouver, où ça va être également un endroit qui va te faire kiffer dans le design, dans le produit que c'est, tu vois? Il y a des salles de CrossFit qui sont pas mal, mais du coup, Mmh. c'est hyper blindé, c'est un peu la flemme de te doucher là-bas parce que c'est un peu Ouais, crado, c'est tu vois? Et et qui sont pourtant sur les mêmes gammes de prix quasiment, tu vois? C'est ça qui me mmh. sidère un petit peu. Mmh. Donc c'était vraiment de réussir à regrouper ce côté, voilà, d'un point de vue athlète, qu'est-ce que je veux retrouver? Moi, d'un point de vue coach, qu'est-ce que je peux amener aux gens? Et aussi sur le fait que je comprends que quand tu as une programmation, c'est très dur, comme on disait, de tout suivre de A à Z. Parce que du coup, tu perds le côté avec les autres personnes. Tu Mmh. vois? Tu as plus ce côté, collectif. Mmh. Et quand les gens me disent: «Ouais, moi j'aimerais bien, voilà, aller me faire un Barry's Bootcamp ou aller faire un truc, de temps en temps». Alors je l'interdis jamais aux gens, Mmh. mais d'un point de vue prog, c'est chiant. Mmh. Et du coup, l'idée pour moi, ça a été aussi de se dire, mes cours, en fait, on va pas prendre ça comme des cours de juste, transpirer ou juste ça. C'est chacun des cours, je veux qu'ils t'aident à développer des skills. Ils Mmh. vont t'aider à améliorer l'une de tes capacités physiques. Mmh. De telle sorte qu'ensuite, si moi, en tant que coach, je veux te dire d'aller faire un cours pour que tu passes du moment également avec des gens, je sais exactement quel cours je peux te donner. Mmh. Et je peux te dire: «Bah tiens, tu vas aller faire tel cours 18 heures parce que je sais quel type de contenu il va y avoir, parce que on travaille une qualité physique et non juste un cours pour donner un Mmh. cours. Et ça, je pense, c'est quelque chose qui a nulle part. Donc ça, c'est vraiment mon côté coach qui l'a amené. Et mon côté athlète, ça a été vraiment de se dire, bah là, quand je m'entraîne à l'Aerox, il y a un partenaire officiel qui fournit tous les équipements Aerox. Mmh. Bah en fait, quand je vais dans une salle, je veux avoir ce matériel-là. Ouais, je veux Je veux, m'entraîner je, avec le matos que je vais utiliser le jour J, Exactement. quoi. Je veux Ouais, bien pas sûr. avoir Mmh. une autre marque, qui du coup n'a pas les mêmes ressentis, n'a pas le même toucher, C'est n'a pas la Center, même hein, chose. c'est ça? C'est ça. Ouais. Mmh. Et du coup, la partie Aerox chez House One, ce sera Center, Mmh. mais la partie Aerox. D'autres parties, la partie musculation sur les machines guidées, ce sera Hammer Strength parce que Mmh. je trouve que d'un point de vue physionomie, c'est eux qui sont les plus développés là-dessus. OK. Les haltères, kettlebell, et cetera, on sera sur du Eleiko. Mmh. La partie coaching, la partie studio de cours, on sera avec Nike parce que c'est mon partenaire, Mmh mh. et cetera. Tu vois, ça a été vraiment de se dire, sur chacun des domaines, en tant qu'athlète, je veux me soucier du détail. Et je suis allé voir plein de salles de luxe où des fois je me disais, tout le monde en parle sur Insta, c'est trop beau, machin. Et après, quand je vais regarder dans les détails des matériaux qu'ils ont, des équipementiers qu'ils ont, je me dis, bah non, ça va pas. Mmh. En fait, c'est pas parce que c'est joli sur Instagram que tu dois mettre ça. Ça va pas du tout, tu vois. Mmh. Et donc, il y a ce côté athlète aussi qui a vachement aidé pour, la conception d'House One. Et après, ça a été, le temps que j'ai pu passer dans les différentes salles, de voir ce que le service, tu vois, mes deux associés sont étrangers. OK. Et du coup, on a cette mentalité très anglo-saxonne que tu dois connaître avec, Mmh. la façon de souhaiter la bienvenue aux gens, la façon de se rappeler du prénom, vraiment avoir ce service à l'anglo-saxonne Mmh. où, des fois, il y a des gens qui vont te dire: «Ouais, mais c'est fake un peu les Américains». Mais en vrai, qu'importe, tu arrives, il y a un service qui est hyper quali. Je pense que Ouais, si c'est les gens sont friendly, c'est chaleureux, exactement, tu te tu sens vois? le bienvenu, tu t'excuses pas d'être là parce que tu as l'impression de déranger ou C'est que les ça. gens te regardent de travers ou t'adressent pas la parole, Et ouais. donc du coup, d'avoir cette exigence sur le service, cette exigence sur les équipements et sur la façon dont est construit tout le produit, pour moi, ça a jamais été fait ailleurs, tu Mmh. vois? Et encore une fois, à un prix qui est pas de 2 500 € par mois, tu Mmh. vois? Mmh mh. Donc au final, c'est un peu toute cette expérience et sur le côté coach et athlète et ma vision, mes voyages à l'étranger qui m'ont vraiment donné, OK, qu'est-ce qu'on va construire? Avec du coup cette première salle et ensuite sur toutes les suivantes, tu vois? Parce Mmh. que le projet du coup, c'est de faire un groupe et c'est vraiment cette vision-là qu'on a à long terme. OK. C'est intéressant, dans les choses qui m'interpellent dans ce que tu dis là, c'est pour moi, la marque d'un bon produit, c'est un, ça répond à un besoin et 2, il y a un vrai niveau d'exigence sur la Mmh, qualité du service proposé d'une manière tout à fait. générale, la qualité de l'expérience, que ce soit le service ou le produit.
Et j'ai l'impression que dans la réflexion que vous avez eue et le niveau Ouais. de détail auquel vous avez poussé les choses, vous avez été très loin à ce Ouais, niveau-là. Donc, vraiment très loin. je suis pas inquiet sur le fait que ce sera sans doute un franc succès. En tout cas, moi, je continuerai à suivre ça de près parce que je suis très, très curieux de voir ce que va donner ce nouveau chapitre Ouais. de ton aventure qui a déjà été bien riche, comme on a pu l'évoquer pendant toute cette conversation. Euh, Si tu avais un dernier mot pour les gens qui nous écoutent, qui se sont eux-mêmes fixés des objectifs, ou peut-être sont dans une phase justement de transition comme tu as pu en vivre, parce que Mm. comme on l'a dit, euh, tu t'es réinventé plusieurs fois au cours de ton parcours professionnel, personnel, sportif, tu vois, en tant qu'athlète. Un dernier conseil à leur donner sur soit comment appréhender leur prochain challenge, soit comment traverser cette période de transition à laquelle ils sont peut-être confrontés. Pour moi, le plus important, ça va être ton environnement. Ok. Ton environnement, c'est du coup de faire un peu un step back et regarder, ok, et quand je dis mon environnement, c'est pas juste l'endroit où j'habite, mais c'est les gens avec qui je suis, Mhm. les gens avec qui je m'entraîne. Et c'est pour ça qu'au final, tu vois, tu as une telle émergence avec les groupes de running et tout, parce que ça devient important de se créer cet environnement autour de soi et pour aller plus loin dans cette fixation d'objectifs. Et Mhm. je pense que c'est très difficile si tu te fixes un objectif et que toute ta vie à côté, elle a rien à voir Mhm. avec ce que tu es en train de réaliser là. Et c'est pour ça, d'ailleurs, c'est marrant parce qu'au final, les gens se rendent de plus en plus là-dessus. Je le vois, j'organise pas mal de training camp. Et en fait, les gens, beaucoup, ils arrivent solo, mais après, ils repartent et ils sont potes avec tout le monde. Parce qu'en fait, ils ont trouvé des gens qui vont parfaitement s'intégrer. Parce que si tu allé dans un training camp, c'est que d'un côté, tu as envie d'avoir, tu as des objectifs, tu as envie de faire un truc bien et tout. Et là, en fait, tu t'es retrouvé avec 15 personnes qui ont la même mentalité. Et en fait, c'est là où ces gens, ils créent un environnement et ils se retrouvent et ils se disent, bah attends, mais c'est génial. J'ai des gens qui ont la même mentalité, qui vont venir m'encourager, qui vont venir me soutenir, qui vont prendre des nouvelles. Et tout devient beaucoup plus facile. Une fois que tu arrives à gagner ça et à changer un peu ce truc-là, bah, tout devient beaucoup plus simple, tu vois. Mhm. Mhm. Et ben, je te rejoins sur l'importance de bien s'entourer, en tout cas de créer un environnement qui soit aligné avec les objectifs que tu cherches à atteindre, parce que l'analogie que je prends souvent, ou l'image que je prends souvent, c'est l'environnement, il a une forme de gravité. Tu vois, c'est vrai Mm, de ton environnement physique, de tes relations, des personnes autour desquelles tu gravites, et pas pour être métaphysique, mais tu as un peu un truc de euh, ton environnement, il vibre à une certaine fréquence. Et si toi, tu cherches à t'en extraire, il y a quand même un certain pouvoir de gravité où il va te ramener vers cette ouais, fréquence-là, tu vois. c'est Et vrai. des fois, rejoindre un environnement qui vibre à une autre fréquence, bah, c'est aussi te donner l'opportunité justement d'aller plutôt vibrer à cette Ouais, fréquence-là. exactement. Et je pense que c'est... enfin, moi, j'y crois beaucoup et je l'ai vécu à plein d'égards possibles dans mon aventure entrepreneuriale. Et je le vois, hein, la différence entre les gens qui arrivent à s'entourer de personnes qui, bah, du coup, sont alignées et les Mm, accompagnent dans l'atteinte de leurs objectifs versus des gens qui ont du mal à s'extraire de leur environnement peut-être historique, là où ouais, ils ont grandi et où ils ont été peut-être entourés de personnes qui étaient un peu moins alignées avec ce que eux cherchaient à accomplir. Et c'est très très compliqué de s'en ouais, extraire. c'est vrai. Et des fois, ça implique, même si c'est dur, euh, physiquement, enfin, tu vois, un peu à l'image de ce que tu as vécu quand tu es parti aux États-Unis, Mm, c'est-à-dire aller se mettre dans un autre contexte, un autre environnement, exactement. qui va changer ton référentiel, qui va t'inciter à adopter de nouveaux comportements et donc te conduire à avoir de nouveaux résultats, quoi. Et je trouve que si on parle de l'entourage même, faut pas hésiter. Ah, des fois, il y a des gens, tu sens que ça matche plus à l'heure actuelle et Mm. c'est pas grave. Il y a Carrément. des gens avec qui tu es trop bien pendant une période de ta vie et bah, c'est comme tes ex, quoi. Genre, Mm. on a tous vécu ça et c'est très bien et c'est pas grave. Et ça peut être C'est la pareil vie, avec quoi. certains, c'est la Ouais. vie, tu vois. Et c'est pas dire qu'on se reverra jamais. Mais à l'heure actuelle, comme tu dis, on vibre pas forcément à la même fréquence et ça sert à rien de forcer, forcer, forcer. On se voit Mm. si on est diamétralement opposé à ce moment-là de notre vie, tu vois. Mm. 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 Ah, je suis d'accord. Et puis bon, bah, après, ça appelle plein de choses, hein, des fois des devoirs de loyauté qu'on s'invente un peu, tu vois, Mm, en se disant, ouais, mais c'est des gens, on a passé la majeure partie de notre vie ensemble. Ouais, et bah chérissez ce que vous avez vécu et exactement. acceptez que le prochain chapitre de vos vies Ce sera peut-être sera différent. peut-être différent, Mm, etc., quoi. tout à Donc, fait. mais, euh, mais pour ça, il faut, comme tu le disais, se fixer des objectifs,
avoir foi en sa capacité à, Mmh. pas hésiter à faire preuve d'audace. Et j'en reviens à ça. Et je trouve que c'est quelque chose qui caractérisait quand même pas mal ton parcours, tu vois, de dire Mmh. euh, oser partir aux États-Unis, oser taper à la porte de Nike, oser se lancer dans ce projet Ouais, de lancer une nouvelle salle, tu vois. C'est c'est vrai. des choses où je trouve qu'il y a quand même un fil rouge autour de ça, hein, de se dire bah, je, j'ai envie de croire dans ma capacité à faire les choses et donc je vais oser me fixer des Mmh. objectifs qui sont parfois assez audacieux. Et donc, du coup, ensuite, comment je crée l'environnement qui va soutenir justement Exactement. tout ce que je vais essayer de mettre en place pour atteindre ces objectifs. Et si on fait ça, on est déjà pas mal. C'est clair, c'est clair. Des Bon, petits points faciles. ouais, facile. Merci beaucoup, Maxime. Avec plaisir. Merci à C'était toi pour un grand l'invitation. plaisir de te recevoir. À très Merci vite. beaucoup. À très vite.